Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et ce soir, ce 22/06/2025, en tout cas date de l'enregistrement, nous vous proposons de vous parler d'un sujet assez particulier, assez niche, à savoir la guerre du Roussillon. Alors, j'ai avec moi, comme toujours, du coup, Franck et Léopold. Est-ce que la forme se fait pour vous aujourd'hui? Oh bah oui, il fait chaud, mais on a la forme, hein. J'aurais Eh préféré faire ben, cet épisode depuis ma piscine, mais je ne peux pas faire rentrer le mais casque dans l'eau. Ce n'est pas ça imperméable. pourrait être compliqué. Avec des oreillettes Bluetooth imperméables, c'est peut-être possible. Allez, c'est parti, je vais déplacer l'ordi, j'amène la Allez. vidéo Let's sur la go. bouée là, sur la grosse bouée. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la guerre du Roussillon. Et c'est un épisode un peu spécial parce que vous êtes tous les deux venus un peu en touriste. Et du coup, j'aurais voulu savoir, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, la guerre du Roussillon, ou pas du tout? Non, pas trop, je savais qu'il y avait eu quelque chose en bas, mais j'en savais pas plus, j'avoue. Bah, C'est pas grave. à la fois oui, à la fois non. Le truc c'est que guerre du Roussillon, moi ça m'évoque 2 ou 3 conflits différents. Le conflit révolutionnaire dans les années 1795, et d'autres conflit entre la France et l'Espagne un peu plus ancien, de mémoire sous Louis XIV. Donc ça m'évoque plusieurs trucs, mais je ne savais pas qu'il y avait une guerre du Roussillon Bah, soit séparée des autres. c'est pas vraiment séparé des autres, c'est toujours un peu le bordel, hein, souvent. T'as des guerres qui sont dans des guerres, qui sont dans des guerres, c'est Guerreception. Mais, mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est de la guerre de 1795 dont on va parler. Donc, pour préciser un peu plus, ça fait partie d'un conflit plus large qui oppose la France, pardon, révolutionnaire à plusieurs puissances européennes. Celle de la fameuse première coalition, hein, qui s'est étendue de 92 à 97 et qui va regrouper plusieurs guerres un petit peu partout entre justement la République française et les États monarchiques. La première coalition, si je dis pas de bêtises, normalement ça réunit, je pense, l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Espagne et le reste des différentes factions germaniques un petit peu partout, partout côté Est. Plus la Alors, Savoie, pardon? de mémoire. Plus Plus la la Savoie. Ah oui, plus Savoie, la Savoie, ok. Il y a du... en fait ça dépend comment tu comptes les belligérants, mais pareil, tu pourrais techniquement compter la Belgique aussi, si tu comptes les révolutionnaires belges, mais Ok. côté français. Ah, côté français, du coup. Ok, ah, c'est rigolo, ça, je savais On pas, tu fera vois. peut-être un jour un épisode là-dessus, très chers auditeurs et auditrices, mais oui, les Belges ont bel et bien fait la Révolution avant les Français. C'est juste Waouh! qu'ils se sont viandés. Ok. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les relations entre la France et les monarchies sont pas tip-top giga cool depuis la Révolution française, et spécialement depuis 1793, puisque c'est la date de l'exécution de Louis XVI. Et ça va Depuis conduire à la la déclaration. séparation de la tête de l'État. C'est pas faux. De la tête et de l'État. J'aime beaucoup cette expression. Oui, j'avoue. Et donc, du coup, suite à ça, il va y avoir plusieurs déclarations de guerre contre la France par plusieurs États, dont justement aussi l'Espagne. Cette dernière a été dirigée par Charles IV et un ministre également, hein, assez influent, un certain Manuel Godoy. Et donc, nous vont ensemble déclarer la guerre à la France en 1793. On verra dans quelques instants la date précise. Alors moi, j'aurais une question à vous poser qui est un petit peu étrange, mais imaginons que vous ayez été à la tête d'une puissance européenne en 93, si possible frontalière avec la France, que vous y seriez allé ou pas dans ce bain-là, de se dire allez, vas-y, on va les taper sur les révolutionnaires français. Oh bah oui. Ah oui, sinon après ça va donner des idées à mon propre peuple, quoi. Faut tout de suite aller réprimer tout ça, hein. Voilà, j'ai envie de dire, je pense que ça dépend exactement de quel point de vue tu te places. Si tu places de la place d'un chef d'État, d'un monarque de droit divin. Et ça, c'est un truc que les gens ne voient pas aujourd'hui.
Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir soit des monarques qui sont de vagues figures populaires qu'on voit vaguement à la télé ou sur les cartes postales, ou des présidents qui sont élus. Mais il faut bien rappeler aux auditeurs auditrices que sur l'Ancien Régime, en Europe, le monarque n'est pas monarque parce qu'il hérite de sa famille, parce que bon, bah, c'est un peu comme ça, parce que son père était roi. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est que le monarque est de droit divin. C'est Ouais. Dieu tout puissant qui a dit, lui, là, c'est le chef. Et vous obéissez. Bon, après, il y a la théorie qui est ça, et la pratique de la majorité des monarques qui sont incapables de faire quoi que ce soit sans le soutien à minima de leur aristocratie, et dans certains pays aussi de leur population. Mais oui, c'est sûr que quand tu te places du point de vue du monarque de droit divin, c'est la Révolution française, pareil, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas comme la Révolution américaine. La Révolution américaine, c'est vraiment une révolution qui est très centrée sur l'aristocratie coloniale. Même si certains dans les classes populaires aux États-Unis vont adhérer au projet, c'est avant tout une rébellion des classes possédantes dans, dans les 13 colonies. En France, la Révolution française, c'est une révolution qui a pour originalité d'être issue pas seulement de la bourgeoisie, mais de toutes les classes sociales en dessous de l'aristocratie. Et de voir des masses de gens faire d'ailleurs des révolutions locales qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec celles de Paris. Et ça, dans la tête des aristocrates de droit divin, de ceux qui ont toujours baigné dans un univers dans lequel il est normal qu'ils dirigent les autres, puisque c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu qu'ils dominent les autres. Eh oui. De voir d'un seul coup des cohortes de gens armés jusqu'aux dents qui viennent cramer ton château pour faire disparaître toute forme de traces de documentation, parce que c'est ça, hein, les grands incendies de châteaux de la Révolution, c'est surtout pour faire disparaître des symboles de pouvoir, de faire disparaître la documentation légale qui attache un certain nombre de paysans à leurs seigneurs, c'est de se débarrasser physiquement de tous ces éléments légaux. Ouais. Alors forcément, quand toi t'es de l'autre côté de la frontière et que tu vois les paysans qui commencent à s'énerver, bon, bah tout de suite, Ouais, voilà, tu te dis, bon, je tiens mon coup. falloir les calmer direct, quoi. Après, tu vois, c'est là où ça dépend, je pense, beaucoup des situations. Et je pense que un monarque qui aurait eu du nez, un Louis XVI qui aurait eu du nez et qui aurait compris ce que voulait la Révolution, qui était l'objectif global, et qu'il aurait embrassé, aurait pris énormément de pouvoir et énormément d'avance administrative, entre guillemets, d'avance de conceptualisation administrative sur ses voisins. Ouais. Très clairement. Parce que que certains beaucoup de monarques n'ont pas vu dans le projet constitutionnel en France, c'est que ça permet de complètement sointer l'aristocratie. Ça permet de complètement se débarrasser des anciens régimes de pouvoir féodaux et de créer un système de pouvoir centralisé. Alors certes, avec des élections, mais dans un système où potentiellement tu peux, voilà, on le sait tous aujourd'hui, les élections, c'est pas ce qui garantit la démocratie, hein. C'est pas ce qui garantit que les gens soient réellement représentés. C'est pas si difficile que ça pour un monarque de tirer son épingle du jeu pour un peu qu'il en ait la volonté et les compétences. Ouais. Donc Ok. il y a ça. Bon, ça plus le fait qu'aussi déclarer la guerre à un pays qui à l'époque représente quand même je sais plus 20% de la population européenne et qui a donc les armées qui vont en conséquence. Quand on est très tôt dans la Révolution et que tu sais pas, il n'y a plus de généraux français, il y a plus de, donc tu te dis bon ça va être facile, ils sont mal dirigés, ils sont mal. Tu te dis pourquoi pas. Maintenant, quand t'es plus tardivement dans la Révolution et que les révolutionnaires, t'es après Valmy, les révolutionnaires ont montré qu'ils étaient capables de mordre et pas seulement de grogner. Ça devient plus difficile, quoi. Soumettre ton propre pays à potentiellement une invasion française, c'est pas super malin non plus, quand même. Hein. Ouais. Effectivement. Ouais, mais... Il y a plein de. C'est là où les paramètres ils s'accumulent. C'est. On est en 91. On te dit, ouais, vas-y, on y va, on pète la gueule aux Français, ça va être fastoche.
En plus, on arrête les paysans un peu trop énervés, pourquoi pas. On est en 95. Il y a eu déjà plusieurs dérouillés. Les mecs, ils t'approchent en disant bon, on y retourne. Bon, ouais, c'est pas trop j'aquaponais, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah, effectivement, en tout cas, vous l'avez bien cité tous les deux, hein, l'un des facteurs majeurs de l'entrée en guerre, c'est la crainte d'une véritable contagion révolutionnaire, hein. C'est un peu comme une maladie, et la monarchie espagnole se refuse à avoir cette maladie aux portes de sa frontière. Il va donc percevoir la Révolution française comme une menace directe à son propre régime. Donc le but de Manuel Godoy, parce que c'est surtout lui en fait qui dirige à ce moment-là, ça va vraiment être de chercher à neutraliser l'influence des idées républicaines. Pour ça, le Roussillon, ça va être une région véritablement stratégique en raison de sa proximité avec les Pyrénées, qui marquent une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. En 1659, le traité des Pyrénées a d'ailleurs fait perdre ce territoire à l'Espagne qui n'a jamais vraiment renoncé à sa volonté de le récupérer. La position géographique de la région, située au pied des Pyrénées, en bordure de la Méditerranée, en fait donc un point stratégique pour contrôler l'accès à la mer et à l'intérieur des terres. Et donc, forcément, c'est un point de friction majeur entre les deux pays. Et c'est donc le 7 mars 1793 que l'Espagne va déclarer officiellement la guerre à la France, rejoignant ainsi la coalition finalement contre-révolutionnaire. Et c'est là où j'ai encore une autre question à vous poser. La France révolutionnaire affronte l'Espagne dans les Pyrénées. À votre avis, d'un point de vue stratégique, militaire, pour vous, ce serait quoi les contraintes d'un tel théâtre d'opération, qui est quand même un terrain très montagneux finalement? D'autant plus qu'on est en mars. Bah, comme tu l'as dit, oui, effectivement, un problème de logistique, je pense, avec les montagnes, et la mer en plus qui est à côté n'est pas forcément une source une seconde possibilité d'amener sa logistique, c'est-à-dire que ça va être dominé par la Royal Navy. En plus, il y a plein de. Ouais, des armées qui vont être compliquées à ravitailler, quoi. Il y a pas mal d'éléments. Effectivement, ouais, c'est Et vrai que ça t'as peut même, être complexe, ouais. Pardon, Franck, vas-y. t'as même plus que ça, parce que t'as plein de. T'as les forteresses aussi qui sont déjà installées. C'est une zone qui est quand même défendue depuis un moment. C'est une zone de frontière qui existe, qui date depuis, tu l'as dit, 1759. Et qui avant ça, même si on est juste derrière Perpignan, on est au nord du Roussillon, était aussi garnisonné. Donc, on est sur une zone qui est quand même bien connue des différents combattants. Ouais. Il y a pas mal de cols. Les passages sont assez pas traverser les Pyrénées centraux. Pyrénées centraux, Pyrénées centrales. Pyrénées centrales. Oriental? Non, oui, je pensais justement la zone plus la à zone l'ouest plus à vers l'ouest. l'Andorre. C'est très compliqué à traverser. En plus de ça, des trucs qu'on voit plus aujourd'hui, il y avait des glaciers, il y avait des zones qui étaient purement et simplement inaccessibles. Voilà, c'est des zones qui sont compliquées. Les passages qui existent sont étroits, c'est donc très facile de les défendre avec peu d'hommes. Pour un peu que c'est toi qui tiennes la ligne de crête, ça veut dire que tu peux placer ton artillerie et pulvériser tout ce qui s'approche. Le Roussillon, en plus, c'est une zone où tu as une première ligne de mémoire de montagne le long de la frontière actuelle, mais tu en as une deuxième, comme dit, qui était celle de avant 1759. Donc ça veut dire que t'as pas une, mais deux lignes de défense à franchir. En plus de ça, d'un côté comme de l'autre, t'as finalement pas de grandes villes ou de points stratégiques majeurs juste derrière. Madrid et Paris sont très loin de la zone de frontière. Du côté espagnol, le plus proche, t'as Barcelone, qui effectivement est importante, mais c'est malgré tout, elle est pas à proximité. Il y a encore plein de lignes de montagne à franchir, pas si évident que ça. Et côté français, Perpignan, c'est pas non plus la plus grande ville voilà, de France ni du Sud. Narbonne est encore un peu plus loin. Faudrait remonter quand même plus au nord. Toulouse, on n'en parle pas, c'est encore plus loin. Enfin, tu vois, c'est à la fois non seulement facile à défendre, mais en plus de ça, t'as pas d'objectif
cas de fil derrière, il n'y a pas d'objectif évident derrière, si c'est juste pour aller taper et repartir. Parce que voilà, certes, imaginons tu prennes le Roussillon, ok, mais ensuite tu fais quoi? Tu continues vers où? Voilà. On n'est plus, non mais c'est bête, mais on n'est plus sur des armées médiévales où tu peux décider de chevaucher pendant 3 mois en te taillant littéralement un chemin à travers la campagne, en cramant les villages sur ton chemin. Ouais. Ça marche plus comme stratégie. Effectivement. Ce que d'ailleurs un certain Napoléon n'a pas compris et a tenté d'utiliser dans un pays beaucoup trop grand pour ça. Mais pour le moment, ça n'est ni l'heure ni le lieu, mais effectivement, vous avez bien résumé ça. Notamment, je pense que on va en parler pas mal, des problèmes de logistique, de terrain, de forteresse, etc. C'est vrai que les Pyrénées, c'est vraiment quelque chose de... C'est un théâtre d'opération assez particulier. Mais avant de parler du coup du conflit, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté sur un autre pays qui a participé à la guerre du Roussillon et qui va être assez métamorphosé du coup par ce conflit-là. C'est le Portugal, parce que oui, le Portugal a participé au conflit. Bon, retour un petit peu en arrière, je vous apprends rien en vous disant que le XVIIIe siècle, c'est une époque de véritable mutation, tant politique que idéologique, militaire, religieuse. Dans cet exemple, le Portugal n'est pas une exception, même si c'est un pays qui semble, aux yeux de l'histoire des puissances, comme être tombé dans l'oubli à la fin du XVIIe siècle. Pourtant, le Portugal reste malgré tout un acteur important dans ce panorama en raison de son empire colonial étendu et de son positionnement stratégique entre les puissances maritimes et continentales. Dans ce contexte, la guerre du Roussillon, qui du coup oppose la France aux puissances coalisées, devient un terrain d'expérimentation pour ces réformes. C'est un conflit marqué par des opérations en territoire catalan, pas si loin que ça finalement du Portugal, et où du coup, les Portugais vont devoir faire face à une armée française organisée de façon extrêmement différente de la leur. Donc, avant de se plonger corps et âme dans le conflit, on va essayer de comprendre l'évolution de l'armée portugaise depuis le début du XVIIIe siècle. Alors, l'armée portugaise au XVIIIe a traversé des hauts et des bas entre guerre et paix. Elle a connu un développement progressif de ses structures tactiques et logistiques. Initialement dominée par une noblesse d'officiers au sang bleu attachés à la tradition, elle a évolué vers une armée plus professionnelle, intégrant des officiers formés aux idées nouvelles, en rupture avec certains idéaux d'autrefois. Le Portugal, puissance donc moyenne mais essentiellement maritime, avait besoin alors d'une armée capable de défendre un empire étendu sur plusieurs continents. On parle souvent des Britanniques qui ont l'empire où le soleil ne se couche jamais, mais le Portugal, pour rappel, il y a quand même des colonies en Amérique, en Afrique et en Asie, ce qui exige quand même des forces armées organisées et efficaces. Toutefois, les guerres au XVIIIe siècle, notamment la guerre de succession d'Espagne et la guerre des 7 ans, ont montré la nécessité de réformes profondes, surtout au niveau de la discipline, de la formation et bien évidemment de la logistique. Donc au tournant de l'an 1700, l'armée portugaise comptait environ 15 000 fantassins et près de 3 500 cavaliers, mais ses forces étaient loin d'être homogènes ou même pleinement professionnelles. La présence notable de soldats étrangers, notamment français, anglais et allemands, souligne une dépendance du Portugal à des savoir-faire extérieurs, mais aussi la porosité des armées européennes dans ce siècle d'alliances fluctuantes. L'armée portugaise se structure alors en 3 grandes catégories: une armée de ligne, composée de régiments d'infanterie et de cavalerie, des auxiliaires, unités souvent levées localement, et des compagnies d'ordonnance, des sortes de milices rurales mobilisables en cas de besoin. Cette organisation, si elle permettait de mobiliser rapidement des forces, manquait cependant de cohésion et de discipline. Cependant, cette armée portugaise, héritière donc de traditions séculaires, souffre d'une organisation rigide et souvent dépassée. Le recrutement privilégie la noblesse où le rang social supplante fréquemment le mérite militaire, ce qui limite bien évidemment l'efficacité opérationnelle. Et oui, c'est pas parce que votre papa il est riche ou alors qu'il est noble que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de compétent. Ce sont 2 choses complètement différentes. Sous le règne de Jean V, ou alors Juan V si vous préférez, le magnanime, avec le contexte de la guerre de succession d'Espagne, une modernisation commence donc à s'imposer, avec notamment l'introduction de régiments réguliers d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, marquant une étape vers une armée plus structurée. La vente des grades militaires, qui était, comme on l'a vu, un frein majeur à la compétence, est interdite, ouvrant donc la voie à une promotion plus méritocratique.
Cette tendance va s'accentuer avec Joseph Ier, dit le réformateur, je pense qu'il porte bien son nom d'ailleurs, notamment pendant la guerre de 7 ans où le Portugal, allié à l'Angleterre, doit faire face à l'invasion espagnole et française. Les effectifs sont temporairement portés à plus de 40 000 soldats portugais renforcés par plus de 8 000 troupes britanniques. La discipline, la formation technique et la qualité du matériel s'améliorent nettement, notamment sous l'impulsion d'un officier étranger, le comte Frédéric Guillaume de Schönborn-Lippe, un officier bien évidemment allemand formé à l'école prussienne. Grand stratège, le comte de Lippe conçoit la guerre non plus comme un simple métier, mais comme une véritable science qui demande rigueur, étude, réflexion constante. Dans ses principes, le commandement militaire doit reposer sur le mérite et l'intelligence, et non plus du tout sur la naissance et la richesse. Il introduit alors ainsi une discipline stricte, une organisation méthodique des troupes et des formations basées sur l'efficacité et la coordination. Alors, à la fin du siècle, c'est donc, on va quand même y passer parce que c'est ça le sujet, la campagne du Roussillon qui va représenter une sorte d'épreuve majeure pour l'armée portugaise. Envoyées au soutien des alliés espagnols dans la lutte contre la France révolutionnaire, les troupes portugaises doivent s'adapter à un théâtre d'opération exigeant. Cette campagne met en lumière la valeur des combattants portugais, mais aussi surtout leurs limites. Elle force les réformateurs à repenser l'organisation, l'entraînement, la technique, la logistique. L'expérience acquise lors de ces combats transfrontaliers va façonner les méthodes qui seront utilisées par la suite tout au long du XIXe siècle, avec de plus en plus de troupes professionnelles. Les officiers sont par exemple appelés à devenir de vrais exemples justement pour leurs soldats, à commander en leur sein, à les connaître personnellement, etc., etc. Bref, créer une sorte de proximité humaine afin d'avoir un levier essentiel pour maintenir la discipline, la motivation et l'ordre. De plus, le théâtre d'opération est caractérisé par des reliefs escarpés, comme on l'a vu tout à l'heure, des routes difficiles et un climat rigoureux, surtout en hiver. Pour une armée comme celle du Portugal, qui jusque-là avait l'habitude d'opérer dans des territoires coloniaux ou dans des conflits limités, ce cadre impose un apprentissage brutal. Les forces portugaises doivent donc non seulement affronter une armée française peut-être plus aguerrie que la tienne, mais aussi coordonner leurs actions avec des alliés espagnols et britanniques. Cette coalition hétéroclite est donc loin d'être homogène, les différences culturelles, linguistiques et doctrinales compliquant ainsi la coopération. Pourtant, la nécessité de faire front commun est vitale car l'enjeu est la stabilité de la frontière ibérique et la protection des intérêts territoriaux des trois puissances alliées. Alors, la plupart des officiers, malgré tous ces changements, viennent quand même de la noblesse ou de l'aristocratie, un fait qui reflète que l'ordre social de l'Ancien Régime est vraiment toujours quand même en place, même militairement, au Portugal. Malgré, bien évidemment, la vente des grades qui soit complètement bannie. Alors, du coup, ça va donner naissance à une forme on va dire de côté un petit peu étrange, c'est que d'un côté, on va avoir des nouvelles générations d'officiers issus de classes moins privilégiées, mais de l'autre, on va avoir toujours des vieux militaires à l'ancienne, nobles ou alors très très riches. Ce qui va être intéressant, c'est que les héros de guerre mis en avant par la monarchie portugaise seront plutôt des officiers nobles, montrant vraiment qu'il faut faire la part des choses entre le héros noble et simplement le soldat de bas étage qui, même s'il est officier, reste quand même quelqu'un de sang rouge et non de sang bleu. On a par exemple le cas de Don Miguel Pereira Forjas, j'ai prononcé très très mal, je vais le redire à la française, Don Miguel Pereira Forjas. Voilà, c'est beaucoup moins classe avec l'accent français. Qui est le héros du roman national du Portugal, qui est issu de la noblesse. Il a une carrière militaire tout jeune, il s'illustre dans plusieurs campagnes, notamment en Catalogne, bien évidemment. Il est gravement blessé lors d'un combat acharné, mais va continuer à diriger ses troupes avec détermination, courage, encourageant même ses soldats à tenir face à l'ennemi alors que lui-même a 15 bras en moins et peut continuer à se battre. Bref, officier noble, il incarne à la fois l'expérience du combat et la capacité de commandement, un véritable symbole finalement de la ténacité du royaume du Portugal. Alors, Miguel, en plus d'être... ouais, je l'appelle Miguel maintenant, c'est mon pote. En plus d'être... On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, n'est-ce pas? En plus d'être simplement un héros national, c'est aussi une vraie personne, qui va avoir une importance assez primordiale dans la réorganisation de l'armée du Portugal, notamment avec sa coopération avec un certain John Forbes. Alors, qui est John Forbes, ou alors John Forbes,
si vous voulez prononcer à la française, eh bien c'est un Britannique, comme son nom l'indique, qui a exercé des fonctions clés dans l'état-major de l'armée portugaise. Et oui, tout à l'heure on parlait de porosité d'un état à un autre, et bah oui, dans l'armée portugaise, il y a des Britanniques. Donc, Forbes est un officier qui est assez exemplaire, il a de très grandes connaissances tactiques, c'est d'ailleurs pour ça que le Portugal va le recruter, hein. Et il va justement, avec Don Miguel, commencer un petit peu à remettre les choses à leur place, à essayer de faire en sorte d'avoir une armée qui soit structurée, d'avoir un apport logistique qui soit conséquent, et de faire en sorte que ça soit beaucoup moins le bordel, quoi. Alors, est-ce que ça va marcher ou non? Je vous laisserai le seul juge d'un petit peu tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'à l'heure où on parle, vous ne connaissez pas encore qui a gagné ou qui a perdu à la guerre du Roussillon, mais nous y viendrons tout à l'heure. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces échanges entre Britanniques et Portugais vont permettre à ces derniers d'assimiler des techniques modernes et d'avoir une meilleure gestion de terrain. La force portugaise ne repose pas uniquement sur un idéal abstrait, mais finit par la fin de la guerre reposer sur un véritable professionnalisme. Les enseignements tirés du conflit du Roussillon vont révéler clairement au Portugal que la guerre ne peut plus être menée avec des méthodes anciennes. Et face aux défis du XVIIIe siècle, l'armée doit devenir une institution professionnelle capable d'évoluer avec la technologie, la technique et les tactiques militaires modernes. Donc pour aller un peu vite sur tout ça, il y a plusieurs réformes qui vont se porter sur plusieurs axes. D'abord notamment l'organisation interne, avec une meilleure hiérarchie, une meilleure chaîne de commandement, une administration plus efficace, une logistique aussi améliorée afin d'avoir un approvisionnement constant en vivres, armes, munitions, spécialement dans des zones reculées. L'armement lui-même évolue avec l'introduction de nouvelles pièces d'artillerie, plus mobiles, plus puissantes. Les tactiques adoptées intègrent davantage la mobilité, la coordination, une meilleure adaptation aussi au terrain, bien évidemment. Mais toutefois, malgré ces progrès, lors dans des moments de creux, l'armée professionnelle, entre guillemets, va se relâcher. Et petit à petit, les soldats s'ennuient, quoi. Et un soldat qui s'ennuie, c'est pas chouette. Donc, le Portugal, afin de pouvoir garder, entre guillemets, toujours ces hommes, va tenter de créer quelque chose d'un petit peu à double fonction, c'est à la fois avoir une armée professionnelle, mais de tenter tant bien que mal que cette armée ne soit pas vraiment qu'une armée de métier, mais reste réellement complètement attachée au service du roi et du maintien de l'ordre monarchique, parce qu'à la base, s'ils se battent, c'est quand même pour ça. Donc, en mettant, encore une fois, toujours les nobles sur un piédestal par rapport aux soldats classiques. Ces transformations vont s'inscrire dans un mouvement plus large qui valorise la raison, la compétence, l'efficacité. Sur le plan politique, le conflit confirme l'importance d'une diplomatie habile associée à une capacité militaire crédible. Face à la puissance grandissante de la France et à la complexité des relations européennes, le Portugal va développer une stratégie double pour assurer sa survie et sa place dans le concert des nations. D'un côté, il maîtrise l'art de la diplomatie, jouant habilement sur des alliances, notamment avec l'Espagne et les Britanniques. Et de l'autre, le pays ne néglige jamais la nécessité d'une force militaire crédible. Le Portugal sait qu'en cas de crise, la capacité à mobiliser rapidement des forces compétentes peut faire la différence entre une guerre qui se termine bien et une guerre qui se termine mal, finalement. Ainsi, la projection du pouvoir militaire devient un levier stratégique clé. Cette double posture révèle une profonde compréhension des enjeux géopolitiques du siècle. La puissance ne se mesure pas uniquement en nombre de soldats, mais en habileté politique, en capacité à faire peser son influence. Le Portugal, grâce à cette combinaison, parvient à persévérer, à garder son indépendance, à maintenir son empire et à renforcer malgré tout son unité nationale. Ainsi, la guerre du Roussillon apparaît non seulement comme une épreuve militaire pour le Portugal, mais aussi finalement un moment assez fondateur pour cet État qui va continuer par la suite, au début du XVIIIe siècle, à façonner son armée, son identité et sa place dans l'Europe moderne. Et j'en viens du coup à vous poser la question suivante. Finalement, dans quelle mesure, pour vous, la Révolution française a-t-elle changé les règles du jeu en Europe sur le plan militaire et diplomatique ? Vaste question. Vous avez 2 heures. Pour 2 heures là. Je vous arrêterai avant. On commence par quoi, le militaire ? Ouais, vous pouvez commencer par le militaire, tout à fait. Déjà, le militaire dans un premier temps, parce qu'on en a parlé. Je pense que ça peut être intéressant. Si vous voulez, je peux vous décrire un peu les armées espagnoles dans un premier temps aussi, parce que j'ai des descriptifs de la. Non, mais après, la Révolution de manière générale,
l'un des points qui ressort quand même, c'est l'importance du mouvement, l'importance de l'artillerie Ouais. sur le théâtre d'opération. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, je crois que c'est Léo qui l'avait évoqué sur la guerre de sécession, la différence justement d'apprentissage avec les guerres révolutionnaires sur l'importance de la manœuvre, de l'artillerie, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on pourrait aussi dire de la logistique, même si pas aussi bien que le reste, sans doute. Ouais. C'est quand même un élément assez important. Ça modifie aussi, je pense, la vision qu'on a de la cavalerie, même si pareil, comme la logistique, ça va mettre très longtemps à réellement se décanter. Et en fait, au moins jusqu'à la guerre de Crimée, au milieu du 19e siècle, et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que oui, charger des mitrailleuses et des canons, ça ne marche pas. Mais il y a quand même principalement au niveau militaire, ça doit être l'artillerie Ouais. et la manœuvre, puis peut-être de l'importance de la logistique et de la diminution de la cavalerie. Ok. Oui, effectivement. Mais c'est très générique, quoi, hein, comme réponse. Oui, mais Sinon, vous faudrait inquiétez rentrer dans pas, le il détail. n'y a pas de souci, hein. Moi, le but, c'est que ça reste un peu De générique l'usage du aussi, hein. carré, l'usage du carré de mousquet en formation défensive face à la cavalerie et sa faiblesse face à l'artillerie. Question qui est ultra dense. Ultra Pareil dense. d'ailleurs pour la question diplomatique, parce que j'ai envie de dire, il y a deux écoles qui disent que la Révolution française a tout changé, et deux qui disent que la Révolution française n'a rien changé. Ok. Et du coup, quels sont les pour et les contre de chaque théorie parce que c'est quand même vraiment Bah, l'opposé, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très très binaire. celle qui est, on va dire, la plus, je pense, la plus adoptée, la plus suivie, c'est quand même l'idée que la Révolution française a à peu près tout changé, parce que déjà les mentalités politiques ont changé, et donc les mentalités diplomatiques aussi, parce que malgré tout, l'un va pas sans l'autre. Le fait est que la Révolution française force un certain nombre d'États qui, dans d'autres conditions, se seraient peut-être fait la guerre, à former des alliances qui sont purement idéologiques. La Sainte Alliance, hein, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ouais. Le fait que tous les États européens, y compris d'ailleurs la France des Bourbons, se liguent contre le libéralisme, quel qu'il soit. D'ailleurs, on parle de l'Espagne dans ce conflit, et on l'oublie assez souvent, mais l'Espagne aussi va avoir ses conflits révolutionnaires, ses conflits entre libéraux et réactionnaires. Et après les guerres napoléoniennes, et la France interviendra militairement en Espagne pour restaurer la monarchie absolue des Bourbons contre les libéraux. Ok. Il peut paraître Ouais. très bizarre quand on se dit attendez, c'était pas le pays de la Révolution, comment ça se fait qu'il y a des militaires français qui soient allés triper les libéraux en Espagne? Ça fait aucun sens. Ben, ça tient un peu justement de l'autre idée opposée qui dit que ça n'a pas changé la donne, parce que au sortir du congrès de Vienne, il y a de nouveau un équilibre des puissances européennes, il y a de nouveau la domination du pouvoir réactionnaire, il y a de nouveau des politiques qui s'orientent plus sur le côté pas féodal mais familial en tout cas des grandes dynasties, et de contenir au maximum les uns et les autres. Ce qui est le cas en Europe depuis je sais pas pour on pensera Léo, mais au moins depuis Henri IV ou Louis XIII, de politique d'équilibre en fait entre les différents puissances. Là où la théorie de ça n'a rien changé blesse, est un peu faible, et qu'il y a quand même plusieurs institutions diplomatiques comme le Saint-Empire romain germanique qui disparaissent. Ouais. Oh, c'est pas rien quand même. Et du coup laisse un vide. Oui. Que la Confédération germanique qui est censée le remplacer ne remplacera pas Et c'est la réellement. Prusse qui le remplacera petit à petit. Justement, c'est-à-dire quoi, le Saint-Empire romain germanique, il avait une histoire aussi, politique et diplomatique. Ouais. Le fait qu'il n'existe plus, qu'il soit remplacé par une confédération un peu plus neuve avec un fonctionnement très différent, c'est que mécaniquement, un certain nombre de pressions diplomatiques qui avaient pu exister
sur la Prusse, par exemple, sur justement la dignité impériale et l'inaccessibilité de la dignité impériale pour la Prusse, n'existe plus avec la dissolution du Saint-Empire. Ouais. De la même manière, il y a quand même des conséquences au fait que la Pologne disparaisse partagée par ses voisins, parce que oui, ça fait aussi partie du conflit révolutionnaire. Parce que même si effectivement l'équilibre des forces est préservé pour un temps, il va aussi petit à petit être mis en exergue, cette absence d'état tampon. Ouais. Il y a plein de choses comme ça où ça n'a pas l'air de changer grand chose. Le fait que la Belgique soit rattachée aux Pays-Bas et plus à l'Autriche, mécaniquement, ça change aussi des choses pour les relations diplomatiques autrichiennes, puisque du coup, l'Autriche n'a plus de frontières communes avec la France. Ah oui, donc... Alors qu'avant, c'était le cas. Ouais, donc mine de rien, quand même, t'as beaucoup de choses qui changent malgré tout suite à tout ça. Donc ça, en fait, ouais, ça dépend de ce que tu regardes quand Ouais. tu dis qu'est-ce qui change. Sur le 19e siècle, en tout cas sur la première moitié du 19e siècle, t'as l'impression qu'il y a un retour au statut d'avant. Statu quo, mais en fait, en réalité... Mais en réalité, c'est pas si vrai. Ouais. Bah, moi, à mon sens, c'est pas si vrai. Et les relations diplomatiques, elles changent, à mon sens, plus en profondeur, parce que t'as des États qui peuvent se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Ok. Que la Prusse est devenue une puissance qui va devenir industrielle avec la Rhénanie, que l'Autriche, même si elle redevient l'élément clé de la stabilité en Europe, est beaucoup plus affaiblie qu'avant. Voilà. En fait, finalement, ceux pour qui ça change rien, c'est surtout les Britanniques. Je sais pas ce que t'en penses, Léo. Ceux qui sont, pour qui finalement, voilà, que la France soit une république ou une monarchie ou ce que tu veux. Ouais. Ça reste la France, hein. L'ennemi héréditaire, quoi. Hein. Ouais. D'autant plus que les Britanniques sont pas dans une monarchie absolue, contrairement à certains groupes autour. Donc, il y a peut-être moins ce délire idéologique qui touche l'Empire britannique. C'est plutôt dans un concept de territoire et de politique. D'équilibre. Simplement d'équilibre politique des puissances, peut-être de leur point de vue. Ça, je bluffe en disant ça, hein, mais. Ils veulent pas qu'il y ait une puissance hégémonique sur le continent européen. Ils ont toujours. Ils veulent pas, c'est une des raisons qui ont poussé à l'intervention en 14 aussi. Ils ont voyé que l'Allemagne d'un mauvais œil un peu trop puissante. Ils ont toujours cette politique-là hein, d'équilibre en Europe. Voilà. Effectivement. Ouais. C'est sûr que c'était pas pour protéger la Belgique. Hein. Décidément, les Belges prennent cher ce soir. Pardon. Effectivement. Ils prennent cher, non. En tout cas, on parle d'eux pour une fois. C'est un fait. On salue tous nos amis belges. Pour une fois, là, tu vois, ça va être cher. Écoutez, mais merci encore une fois tous les deux. Je vais enchaîner pour pas que ça prenne toute la vie. Ouais. Ah, vas-y. Mini précision. Ce que tu disais sur le fait que l'Espagne rejoint le conflit contre les idées révolutionnaires, mais il y a aussi un truc qui est peu envisagé de nos jours parce qu'on imagine tout en tant que conflit politique idéologique. Ouais. Il y a beaucoup sous l'Ancien Régime de personnel. Comme je dis tout à l'heure, c'est des monarchies de droit divin et ce sont des familles. Ce sont des gens qui sont tous parce que c'est des Bourbons, les Espagnols aussi. Frères et sœurs, etc. Et le fait est que la première chose qui intéresse la monarchie espagnole, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle rejoint le conflit finalement seulement en 93 et pas avant, c'est en premier lieu la sécurité de la monarchie française, de la monarchie des Bourbons. Et seulement après l'exécution de Louis XVI que les Bourbons d'Espagne décident qu'il faut intervenir. Il y a vraiment cet aspect central de protéger la sphère monarchique des Bourbons dans les ambitions espagnoles. Pas parce qu'ils s'adorent, hein, parce qu'ils sont déjà, malgré qu'ils appartiennent à la même famille, ils sont très clairement, régulièrement opposés l'un à l'autre. Mais de la même manière que la France interviendra plus tard, comme j'ai dit, pour sauver la monarchie espagnole face aux libéraux, il y a cette idée de protéger la famille. C'est ce que d'ailleurs les
qu'on eux-mêmes appellent le pacte de la on famille. n'est pas forcément que sur une guerre de politique étatique, etc. C'est vraiment la conception de la famille, quoi. Même si tu n'entends pas forcément avec tes cousins, ça reste ton cousin, quoi. Donc c'est C'est-à-dire intéressant. que les deux sont, ça c'est un truc, les deux sont très 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 liés. Avant justement la Révolution française. À partir de la Révolution française, t'as quand même beaucoup plus d'idéologie qui commence à en ligne de rentrer compte, en jeu. effectivement. Et du coup, alors, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai pris l'armée portugaise en exemple. Tout simplement parce qu'en fait, les défauts qu'on va retrouver dans l'armée du Portugal, c'est des choses qu'on va retrouver aussi au niveau de l'armée espagnole. Donc, je trouvais ça plus rigolo de parler de l'armée du Portugal que de l'armée espagnole. Alors, quand même, un peu rapidement, comment elle se compose l'armée espagnole? Alors, bien évidemment, il y a de l'infanterie, c'est de l'infanterie de ligne. Au niveau de l'armement, on va retrouver des fusils à silex, poudre noire, mousquets, pistolets, des piques, etc. Essentiellement, ils vont devoir se baser sur des guerres de mouvement, etc. Au niveau de la cavalerie, on va avoir des cavaliers type un peu genre hussard, dragon avec sabre, mousquet aussi. Au niveau de l'artillerie, on va avoir des canons, hein, bien évidemment, mais elle va être entravée par des problèmes logistiques et géographiques dont on a déjà parlé plein de fois. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va quand même aussi avoir la présence de milices locales ou volontaires qui vont être utilisées par les Espagnols pour défendre les points du Roussillon qu'ils possèdent contre les Français. Toutefois, c'est des forces irrégulières qui sont souvent assez mal équipées, mais qui, par contre, connaissent pour le coup parfaitement le terrain et vont utiliser du coup des tactiques de guérilla. Donc, ces sortes de guerrillos étaient particulièrement actifs dans les montagnes. Ils vont harceler les troupes françaises, couper les lignes de ravitaillement, mener des attaques surprises sur les convois, les colonnes, etc. Et vont finalement réussir à faire un peu le sale boulot d'une certaine manière. Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est que dans ces fameuses milices, ces fameux guerrieros, on va y trouver des Français. Et oui, puisque vous avez notamment pas mal de royalistes français qui vont fuir la Révolution et s'installer en Espagne et vont donc organiser des réseaux contre-révolutionnaires depuis certains points. Et effectivement, quand l'Espagne va attaquer la France, ils vont y voir ici une bonne chose pour créer une sorte de coalition contre-révolutionnaire et vont alors s'allier aux Espagnols. Donc ces Français vont être une ressource assez précieuse pour l'Espagne pendant la guerre, parce que déjà beaucoup d'entre eux sont des officiers, hein, donc déjà formés à l'art de la guerre avant la Révolution française, et leur expérience militaire vont être assez intéressante pour eux sur le terrain. On a par exemple le cas de François de la Rochefoucauld ou Charles de Rohan, qui vont avoir des rôles d'opération militaire dans la guerre du Roussillon notamment. On va aussi avoir le cas des légions des volontaires, donc composées essentiellement d'immigrés français, qui va servir de première ligne pour les Espagnols contre les armées républicaines, notamment au cours de la bataille de Perpignan, mais aussi celle de Collioure ou celle de Vernet. Mais surtout, là où les Français vont plus servir, ça va être vraiment en mode guérilla, reconnaissance, logistique militaire, etc., etc. Quoi qu'il arrive, l'un des problèmes majeurs de l'armée espagnole, ça va être sa difficulté à maintenir un ravitaillement adéquat en matériel militaire et en nourriture, en particulier, encore une fois, dans les régions montagneuses du Roussillon. Et ça, on en a parlé plein de fois, c'est ce que Léo a dit en premier, effectivement, l'approvisionnement est très 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 compliqué et va de fait aggraver les difficultés de coordination entre les différentes unités de cette armée de coalition, rendant la force espagnole moins agile, moins réactive par rapport à l'armée française. Et parlons-en justement de l'armée française, parce que là pour le moment on fait un petit focus sur les British, les Portugais et les nous, Espagnols. alors Il est temps de parler de la France. Alors, c'est intéressant parce que la guerre des Pyrénées-Orientales, la guerre du Roussillon, c'est un théâtre qui est assez méconnu, qui est révélateur de tensions, de limites dans une armée en pleine mutation. C'est relégué au second plan dans l'historiographie de la Révolution française, alors que pourtant, tout comme en Espagne et au Portugal, ça représente un laboratoire des tensions que traverse l'armée républicaine à ses débuts. À l'heure où la France révolutionnaire affronte l'Europe monarchique coalisée, la guerre des Pyrénées-Orientales demeure une campagne souvent négligée, du coup, dans les récits militaires classiques. Pourtant, côté français, on a aussi des tensions.
Instabilité de commandement, désorganisation logistique, absence de doctrine opérationnelle claire. Et ça, tout ça, ça va créer des problèmes, même si, bien sûr, il y a toujours la capacité d'adaptation, la mobilisation populaire et la résilience face à l'adversité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre débute, comme on l'a vu tout à l'heure, officiellement le 7 mars 93, dans un climat de crispation diplomatique. La France, devenue républicaine, est donc perçue comme une menace idéologique directe pour les monarchies voisines. Dès les premiers mois, les troupes espagnoles donc franchissent l'école des Pyrénées et prennent plusieurs plates-fortes françaises, telles que Collioure, Port-Vendre et Bellegarde. Cependant, cette avancée ne s'accompagne pas d'une stratégie de percée totale. Les Espagnols, bien que supérieurs en nombre, vont mener une campagne prudente, plutôt défensive, et ne vont jamais tenter d'assaut direct sur Perpignan. Cette attitude va donc donner aux Français une marge de manœuvre inespérée. L'armée des Pyrénées-Orientales se distingue par sa fragilité structurelle. Sa composition d'abord reflète les réalités du volontariat révolutionnaire. Des soldats sont principalement issus du Midi, souvent peu formés, encadrés par des officiers parfois inexpérimentés et soumis à des commandements instables. Rien que lors de l'année 1793, pas moins de 8 généraux se succèdent à la tête de cette armée. Cette instabilité chronique nuit gravement à l'efficacité des opérations et démoralise les troupes. Le climat révolutionnaire pèse lourdement sur la structure militaire à travers des purges politiques, des rivalités internes et du coup l'instabilité du commandement qu'on vient de le parler. Tout ça, ça entrave une continuité stratégique. Les commissaires politiques sont même envoyés sur le front et n'hésitent pas à faire arrêter ou destituer les chefs jugés trop tièdes ou alors simplement suspects. La chaîne de commandement devient une zone de tension entre le pouvoir militaire et la surveillance politique, où la compétence tactique est souvent sacrifiée au profit de la loyauté idéologique. L'armée semble donc à la fois improvisée, divisée et mal encadrée. Mais au-delà des dysfonctionnements internes, c'est la logistique, encore une fois, qui constitue le principal frein à une efficacité durable. Les conditions géographiques sont particulièrement hostiles, cols enneigés, terrains escarpés, villages éloignés, ça rime à chaque fois, c'est rigolo, et routes peu praticables rendent le ravitaillement quasi impossible par moment. Les dépôts mal organisés, les vivres irréguliers, tout ça fait que les troupes françaises souffrent de la faim, du froid, de maladies. On a des cas de dysenterie, de scorbut, de fièvre, qui vont affaiblir les effectifs, plus sûrement que les combats. L'éloignement de Paris et la marginalité politique du front et le manque d'intérêt pour cette campagne en comparaison de fronts plus prestigieux contribuent à un abandon logistique presque complet. Les soldats apprennent à vivre de réquisitions locales, ce qui aggrave en plus les tensions avec les populations. Les transports d'artillerie sont quasi impossibles en montagne, forçant l'armée à improviser des défenses retranchées naturelles plutôt que des assauts en règle. C'est dans ce contexte que l'armée va commencer à s'enraciner dans le paysage pyrénéen. L'environnement devient un allié, les cols sont fortifiés, les crêtes tenues comme bastions, la géographie devient un élément structurant de la stratégie défensive puis offensive. L'armée française, livrée à elle-même dans cette guerre oubliée, semble presque au bord de la déroute. Alors, j'en viens du coup à vous poser ma quatrième ou troisième question, je ne sais plus. Une armée en pleine réorganisation, traversée par des purges politiques, peut-elle réellement tenir tête à une armée royale bien mise en place et peut-être bien plus entraînée, selon vous? J'ai l'impression d'être Léa Salamé sur France Inter. Bon. Je dirais que oui. On parle pas espagnol, donc ils ont été repoussés, mais. On sait pas, peut-être que les gens aussi ils parlent espagnol. Et puis surtout Valmy, hein. Non, bah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, c'est quand même pas rien, parce qu'effectivement on a gagné, hein, bien évidemment, mais enfin bien évidemment le mec il a fait oui, j'y étais en 95. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident. C'est quand même pas rien d'avoir réussi à tenir tête à une armée plus grande, alors même que l'armée française est dans un état pas tip top. Ouais, mais après c'est là aussi où tu vois que sur un conflit, tu n'as en réalité pas que le combat, tu n'as pas que l'aspect affrontement en ligne dans une bataille, etc. Typiquement, armée française mal équipée, avec des chefs pas forcément au top, Valmy, hein. Valmy, je vous invite à aller voir d'ailleurs l'épisode de Sur le flanc sur Valmy qui explique pas mal de choses en détail et c'est sourcé, contrairement à moi. Mais ça explique pas mal de choses sur le fait que par exemple, typiquement l'armée prussienne à ce moment-là, elle a une épidémie de, je sais plus, c'est pas la tuberculose, c'est le Typhus. je sais plus, une épidémie.
c'est une épidémie de typhus, ouais, peut-être. Qui ravage ses rangs. Techniquement, l'armée prussienne aurait été techniquement supérieure à l'armée française. Mais en plus, avec l'armée autrichienne pas loin. Mais quand t'as la moitié de tes soldats qui sont en train de crever et qui se chient dessus sur le champ de bataille, pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sont flingués au niveau de l'estomac, bah, tu peux être aussi compétent et bon que tu veux. Ok, encore une fois, tu gagnes une bataille. Mais si tu gagnes une bataille en y laissant la moitié de tes soldats parce que le jour d'après ou les 2 jours d'après, ils ont plus rien à bouffer ou quoi, bah, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Ouais. Et ça, c'est un aspect qui est complètement ignoré sur le conflit, c'est que la bataille ne fait pas tout. Il y a quelques batailles dans l'histoire qui vont changer la donne, qui vont être des victoires écrasantes, que tu veux. Il y a aussi plein de conflits, y compris durant la France révolutionnaire, où la bataille ne fait pas tout. Et en fait, la bataille n'est qu'un état des lieux à un moment donné. Et typiquement, hein, Napoléon s'est beaucoup basé sur cette volonté de trouver la bataille décisive. Et pourtant, ses adversaires sont revenus et revenus et revenus. Ah, combien de fois les Russes, les Prussiens et les Autrichiens ont-ils été écrasés? Austerlitz, Ulm, Ouais. Marzingo, il y en a eu des quantités. Et pourtant, à chaque fois, ils sont revenus. Ouais. Et ils ont réussi à la fin à gagner. Donc, tu peux avoir une super armée, tu peux avoir gagné toutes les batailles et perdre la guerre. Ouais. Effectivement. Tu veux rajouter quelque chose, Léo? Oh, rien à rajouter. Franck a tout dit. Salut, Rockstar. Donc moi, pour le coup, Parfait. rien à dire. Et oui. Bah, du coup, l'armée française, malgré ses failles, va peu à peu évoluer sous l'effet de la nécessité. Elle va commencer à développer une culture tactique adaptée au terrain et aux contraintes du front pyrénéen. La difficulté d'approvisionnement, la nature montagneuse des opérations et la pression constante de l'ennemi vont l'obliger à apprendre rapidement. Le tournant intervient notamment avec l'arrivée du général Dugommier à la tête de l'armée française. Fort de son expérience et respecté des troupes, il va imposer une discipline, une cohésion et une véritable clarté stratégique. C'est sous son commandement que l'armée des Pyrénées-Orientales va sortir de son rôle strictement défensif pour passer définitivement à l'offensif. Sous sa direction, l'armée entame une reconquête progressive mais méthodique. En mai 94, la bataille du camp du Boulou, déjà le nom est très rigolo, en est l'illustration la plus frappante. Les troupes françaises brisent la ligne espagnole, reprennent l'initiative et regagnent progressivement les places perdues. Ce succès n'est pas simplement tactique, il est aussi psychologique. Cette bataille marque une bascule symbolique. Pour la première fois, l'armée française passe de la défensive à l'offensive. Et dans les semaines qui suivent, c'est Coulure, Port-Vendre, Bellegarde qui sont reconquis. À Port-Vendre, un exploit logistique est réalisé en hissant une batterie d'artillerie sur le fort Saint-Elme sous le feu ennemi. Ces succès s'expliquent non seulement par une meilleure organisation militaire, mais aussi par une adaptation, comme on l'a vu, de la part des troupes. Maintenant, ils ne sont plus désorganisés, ils tirent parti de la géographie, du relief, etc., etc. Pendant ce temps, de l'autre côté, les Espagnols, eux, ils vont se mettre en mode défensif. On défend les hauteurs, on recule petit à petit en envoyant les Français, notamment royalistes, faire du harcèlement. Comme on l'a vu, hein, ça va être frappe de position avancée, de lignes de ravitaillement, des raids rapides, etc. etc. Hein. Bref, dans tous les cas, les royalistes vont aussi servir de support pour le ravito et pour le soutien en munitions. Et alors si l'armée espagnole n'est pas anéantie, mais recule petit à petit au fur et à mesure. Pour eux, l'objectif principal, c'est de maintenir le contrôle des points stratégiques, notamment des cols, en essayant de ralentir l'avancée des troupes françaises. Cependant, c'est cette incapacité de l'Espagne à élaborer une véritable stratégie offensive qui va mener petit à petit aux différents revers militaires. Donc on peut y voir ici 3 batailles clés, hein. On parlait des batailles décisives tout à l'heure. On aurait ici la bataille de Pey-Restortes en 93, qui est une victoire espagnole
qui du coup va réussir à faire plier les Français temporairement. Puis ensuite, on va avoir la bataille de la Bicoca, qui va être un tournant majeur. L'armée espagnole va subir une défaite cuisante. Ça y est, les Français ont une véritable supériorité tactique. On a aussi la prise de Perpignan avec une victoire stratégique des Français qui met complètement fin à la résistance espagnole dans cette région. À partir de ce moment-là, c'est la débandade. Ce qui fait qu'à l'automne 94, l'armée des Pyrénées-Orientales franchit la frontière et s'engage enfin sur le territoire espagnol. La victoire à Figueras en novembre ouvre la voie vers Rosas et menace la Catalogne. Pourtant, cette percée spectaculaire est freinée par les mêmes difficultés logistiques qui avaient entravé les Espagnols quand ils essayaient d'arriver. Comme quoi, finalement, peut-être qu'il faudrait que chacun reste chez soi et les crocodiles seraient bien gardés, mais visiblement, c'était pas le but. Le ravitaillement ne suit pas, les renforts sont rares, les soldats sont exténués. Et fort de leur élan, les troupes françaises pénètrent en territoire espagnol à la fin 94. Dugommier va mourir le 17 novembre à la bataille de la Sierra Negra. Et malgré tout, les Français vont continuer à se battre. Mais toutes les difficultés vont faire que l'armée à bout de souffle ne pourra pas aller plus loin. Au final, c'est le traité de Bâle, et pas le dieu, qui va mettre fin au conflit entre la France et l'Espagne. L'Espagne doit accepter la perte définitive du Roussillon qui reste annexé à la France révolutionnaire. Cette défaite n'est pas seulement une perte territoriale, elle marque également un affaiblissement du pouvoir de la monarchie espagnole et surtout de son ministre, le fameux Miguel Godoy. La perte du Roussillon est donc un coup dur pour le prestige de l'Espagne qui non seulement perd un territoire stratégique mais aussi son influence. Sur le plan interne, la défaite du Roussillon va alimenter les tensions politiques. Godoy va bien sûr servir de bouc émissaire, c'est le responsable de la débâcle, etc. etc. En 1808, Godoy finira par être complètement renversé. Et la famille royale finira même par abdiquer face à la pression des réformes et la crise interne, exacerbée aussi par la pression de l'extérieur, notamment par un certain Napopo. Mais bref, ça, c'est dans le futur. En tout cas, la défaite de 95 a également des répercussions sur l'Espagne à un niveau international, comme on l'a vu. Elle va être forcément beaucoup moins bien perçue par les différentes autres factions. Dans tous les cas, d'un point de vue militaire, la guerre du Roussillon a révélé plusieurs faiblesses dans l'armée espagnole, notamment en termes de mobilité, de logistique, de coordination stratégique, blablabla, c'est toujours la même chose. Mais du coup, moi j'aurais une question à vous poser, encore une fois, messieurs, question numéro 5. On dit... on cherche toujours un petit peu le conflit qui invente la guerre moderne, mais avec tout ce qu'on a vu, est-ce que ce serait pas finalement un conflit aussi mineur que celui du Roussillon qui ouvrirait la voie finalement à une manière nouvelle de faire la guerre? Moi, j'irais pas jusque-là quand même. C'est le droit de me dire non, hein. Je dirais non, catégorique même, mais je dirais il n'y a pas de conflit qui invente la guerre moderne, parce que justement les conflits ils évoluent au fur et à mesure de leurs époques, ils utilisent de plus en plus d'outils, et il n'y a pas de conflit clé qui changerait tout. Sinon, si on avait réellement des conflits, en fait, si on avait réellement des conflits clés qui changeaient tout, on assisterait à des renversements totaux plutôt, Ouais. sur l'effectif stratégique. Et on pourrait imaginer, tu vois, l'idée d'un seul coup, il y a machin, il a réalisé que telle arme ou tel truc était surpuissant et il écrase tout le monde. Si c'était le cas, on se serait retrouvé en 14 avec un des États qui aurait eu des chars d'assaut ou des avions et qui aurait bombardé tout le monde et qui aurait massacré tout le monde et qui aurait gagné. Ça arrive que dans Civilisation. Mais ça n'arrive pas. Tout simplement. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand tu fais des nouvelles armes, ton voisin il te regarde faire des nouvelles armes. Ce qui est assez logique quand on y pense. Des nouvelles armes. Et donc ton temps d'adaptation est très très court. TF, si on veut un exemple ultra moderne, le conflit en Ukraine, les Ukrainiens ont utilisé à un moment donné les drones de manière massive, les FPV, les tout petits drones sur le champ de bataille. Pendant 6 mois, 1 an, effectivement, ils ont eu un ascendant sur ce point-là, sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, les Russes utilisent les mêmes techniques. Parce qu'ils ont juste compris que ça marchait, en fait.
Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça sera devenu complètement inutile parce que les drones en question n'auront plus la puissance de feu ou plus la rapidité, l'agilité pour esquiver des contre-attaques. Et du coup, ça deviendra inutile. Après, je pense qu'il Ça me peut va. quand même avoir des conflits qui peuvent marquer des changements importants, peut-être pas des points de bascule, hein, comme tu dis, effectivement, hein, mais des changements importants dans comment on fait la guerre. Pour, euh, pour parler que de ma paroisse, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est cette façon d'agir sans déclarer la guerre. En 14-18, il y a eu tout le processus diplomatique avant, ça a duré 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus combien de temps. Enfin, là, on a déclaré la guerre directement et ensuite on a dit on déclare la guerre. Enfin, il a envahi et ensuite il a déclaré la guerre. L'utilisation notamment de chars de façon massive et plutôt et dans des divisions intégrées, enfin intégrées dans des divisions qui regroupaient différentes armes, enfin l'artillerie, l'infanterie portée, tout ça. Donc effectivement, je pense pas qu'on puisse dire que c'est des choses qui Ouais, vont mais qui basculent totalement parce que les chars étaient déjà là en 14, ça a mûri entre deux guerres, donc c'est pas quelque chose qui apparaît dans le chapeau qui fait pouf. Je suis d'accord, hein, complètement, mais je pense quand même qu'il y a des conflits qui peuvent marquer une évolution, quoi. tu vois, c'est là où la question c'est où on se place sur l'échelle, parce que typiquement, tu vois, la concentration des chars durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un principe qui existe déjà en France et en Union soviétique, pas seulement en Allemagne. C'est juste que les généraux allemands vont sur un coup de dé aussi, hein, parce que l'offensive des Ardennes, on le rappelle pas assez, c'est un jet de dé absolument dantesque, hein, de la part des Allemands. C'est pas seulement les Allemands qui l'ont pensé, sinon la concentration de chars. C'est les Soviétiques et les Français. C'est juste que par la suite, ils feront d'autres choix qui s'avéreront pas forcément pertinents sur l'instant, sur la campagne. Par exemple, on parle souvent de la campagne de France, quand on pense à l'offensive blindée allemande ou l'offensive Barbarossa. Mais typiquement, l'offensive, je pense que les offensives en question de l'Allemagne, pour le coup, auraient été, s'il n'y avait eu que une question de chars, auraient été Oui, beaucoup oui, non, moins j'ai parlé des succès chars, mais il y a sans leur d'autres choses, aviation. hein. C'est là où toi, c'est là où on se, ouais, mais tu vois, c'est là où est-ce qu'on se place sur l'échelle pour dire que ça a tout changé. Parce que l'évolution de l'aviation, pareil, il y a des choses qui se sont développées partout, et c'est juste qu'à un instant T, tu vas avoir Alors, tel ou la tel bonne état qui va utilisation, quoi, en avoir fait, du truc. fait le bon choix tactique Ouais, à mais un instant T. pareil. Parce que finalement, tu regardes les appareils allemands, certes, ils sont bons, mais par exemple, ça n'empêchera pas la supériorité de la Luftwaffe en 40, elle empêche pourtant pas les Français de bombarder Berlin. Pareil, c'est un truc que personne ne connaît. Les Français ont bombardé Berlin en 40. Tu vois, il y a des l'idée de chercher l'événement décisif, à mon sens, il est un peu faussé parce qu'il met en exergue un élément plutôt que 200 autres, en fait. Et même s'il y a des moments où on avance plus vite, peut-être aussi, parce que tu es dans un conflit, parce que t'as pas le choix, en fait, tu es au pied du mur, donc il faut avancer. Est-ce que ça fait tout, tu vois? Ok. C'est pas bien sûr. Parce que les Allemands ont beau être super forts en manœuvre durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont beau avoir des stars super, ça, bah, ils ont quand même fini par se faire dérouiller. Et par des unités qui utilisaient des avancées beaucoup plus larges, beaucoup plus progressives, beaucoup plus avec des chars qui soutiennent de l'infanterie. Et pareil, aujourd'hui, on pourrait faire encore une fois une comparaison actuelle sur le conflit en Ukraine, malgré les propensions de blindés dont dispose la Russie. Les quelques offensives blindées majeures qu'il y a eu au début du conflit, elles ont été un échec suffisant. Alors qu'on pourrait se dire, ah mais ouais, la Seconde Guerre mondiale a tout, Non, c'est pas ce que j'ai a dit, créé hein, cet on défend acte-là, pas et mes propos, forcément ça va j'avais rester dit comme que ça. ça allait rester comme ça. Non, mais non, je parle. Là, j'extrapole pas sur tes propos, c'est juste pour le public, pour insister sur sur l'idée que l'élément clé qui changerait à un instant T, grâce à une bataille clé ou à une guerre clé ou à une personne clé, à mon sens, c'est un peu minimaliste comme.
Je vais me permettre de vous recentrer parce que Comme sinon l'équipe. vous allez partir Oui. sur. Parce que là, vous êtes parti sur les guerres actuelles et d'il y a 80 ans. Du coup, on va retourner un petit peu sur notre guerre de 1795. Ce conflit, longtemps relégué aux marges de l'historiographie, révèle pourtant des dynamiques majeures de la guerre révolutionnaire. D'un point de vue stratégique, il reste relativement classique, siège, ligne de front stabilisée, peu d'innovation doctrinale. Pourtant, à travers le chaos du Roussillon, une nouvelle manière de faire la guerre émerge non pas par le génie militaire, mais par la contrainte, l'adaptation et l'apprentissage au contact direct de l'environnement. Loin des grandes batailles napoléoniennes, cette guerre des Pyrénées orientales représente un moment relativement charnière dans la transition d'une armée française de l'Ancien Régime et de celle de l'armée révolutionnaire. Ce conflit, parfois négligé, révèle également des tensions propres à une armée en recomposition entre volontariat idéologique et professionnalisation, entre improvisation tactique et affirmation stratégique. Les difficultés logistiques, l'environnement hostile et l'instabilité politique auraient pu condamner cette armée à l'échec. Pourtant, portée par une capacité d'adaptation remarquable et une dynamique de reconquête tardive mais déterminée, elle a su transformer un front secondaire en espace d'apprentissage stratégique. Cette guerre de montagne, modeste dans ses ambitions mais riche en leçons, témoigne que l'histoire militaire ne se joue pas seulement dans les grandes capitales, mais aussi dans les cols oubliés des Pyrénées. Bien qu'oubliée du coup par l'histoire, elle incarne à elle seule les contradictions de la période révolutionnaire. Une armée improvisée mais capable de s'adapter, un commandant instable mais réactif, etc. etc. Bref, vous avez compris. Voilà, l'intervention de l'Espagne dans la guerre du Roussillon, bien qu'elle était initialement motivée par le soutien aux différentes monarchies du coin, de l'Europe, n'a pas permis de renverser le rapport de force. L'Espagne, déjà affaiblie économiquement et militairement, va payer un lourd tribut suite à cette guerre sans obtenir de résultats décisifs. En conclusion, donc, la guerre du Roussillon fut une période décisive marquée par une défaite stratégique pour l'Espagne et une victoire consolidée pour la France. Elle symbolise la fragilité de l'ordre monarchique face à la montée des idéaux républicains et à l'ascension d'une nouvelle forme de guerre qui repose sur la mobilisation populaire, les guerres de mouvement et la coordination des armées. La perte du Roussillon va avoir des répercussions profondes non seulement pour la géopolitique de l'époque, mais aussi pour les relations internationales et la stabilité interne entre les deux pays. Elle prépare en quelque sorte le terrain pour les tensions ultérieures qui secoueront l'Espagne tout au long du début du XIXe siècle. Tandis que la France s'impose comme la grande puissance du moment. Et voilà du coup pour cette première partie. Bah, écoutez, j'aimerais... si vous le voulez bien, terminer cet épisode un peu étrange où j'ai beaucoup parlé sur un autre rapport, parce que là on a pas mal parlé tactique, armée, etc. Mais en plus il y a du piano derrière. Il y a quelqu'un qu'on oublie toujours finalement dans les conflits, dans l'histoire, c'est les civils qui eux sont là et les gens ils viennent se taper dessus alors que ils sont là en fait. Et bien évidemment la guerre du Roussillon s'inscrit dans un contexte plus large que simplement les affrontements militaires. Elle va bouleverser profondément la vie des civils, en particulier justement dans les territoires frontaliers des Pyrénées. Les civils se trouvent ainsi au croisement d'enjeux militaires, économiques et politiques. Selon l'historienne Nathalie Breton, les campagnes du Roussillon furent marquées par des pillages, des réquisitions, des déplacements de population, générant une instabilité structurelle qui fragilise l'économie locale, fondée sur une agriculture et un artisanat. Les archives notariales et les registres paroissiaux de cette époque, étudiés par Didier Chervel, notamment en 2021, témoignent d'une baisse significative de la production agricole et d'un appauvrissement des familles, accentuant ainsi les tensions sociales. Au-delà des souffrances matérielles, les civils durent composer avec une atmosphère de méfiance et de division. Les liens communautaires se fragilisaient sous la pression du conflit, mais aussi de l'idéologie. La population catalane était tiraillée entre des fidélités traditionnelles au roi d'Espagne et à l'Église et les nouvelles idées révolutionnaires françaises promettant liberté, égalité, fraternité, etc., etc. Dans ce contexte, certaines communautés essayent de s'adapter à la situation. Le maintien des activités agricoles était crucial pour éviter la famine, tandis que d'autres formaient des milices locales pour se protéger contre les exactions ou les incursions de soldats, qu'ils soient espagnols ou français d'ailleurs. Cependant, les longues périodes d'occupation, de pillage, d'incertitude vont exacerber cette fameuse précarité, mais aussi la défiance des militaires, quel que soit l'uniforme.
Les témoignages directs sont rares, mais précieux. Dans ses mémoires, le capitaine portugais Miguel... Ah mais c'est toujours lui, hein. Putain, j'avais oublié qu'il était là à nouveau. Miguel Pereira Forjas évoque la difficulté pour les soldats, comme pour les habitants, de maintenir le moral dans ces conditions, soulignant que, je cite, la population, bien que souvent hostile à la présence des armées étrangères, partageait l'angoisse face aux représailles potentielles des deux camps. D'un point de vue socio-psychologique, la population civile est soumise à un stress chronique exacerbé par l'incertitude sur l'issue des combats et l'instabilité des pouvoirs locaux. Les études de Pascal Blanchard en 2015 sur les populations frontalières montrent que les conflits de cette nature génèrent des mécanismes complexes de survie collective, mêlant solidarité locale, méfiance envers les soldats étrangers et parfois résistance passive ou active aux exigences militaires. Dans cette zone frontalière, donc, la guerre bouleverse profondément la vie des populations civiles. On a par exemple une paysanne catalane qui, dans une lettre datée de 1793, décrit ainsi son vécu. Je cite : « Les soldats passent dans notre village chaque jour, et chaque jour la peur grandit. Hier, ils ont emporté du grain et du bétail. Les enfants ne savent plus jouer et ils pleurent la nuit. Pourtant, nous gardons l'espoir, même si nos forces s'amenuisent. » Ces témoignages privés révèlent combien les civils étaient pris dans un engrenage où la violence militaire côtoyait la survie quotidienne. Le journal d'un villageois de Prat de Molo en 1994 souligne le déchirement entre l'engagement patriotique et la dure réalité. Je le cite encore une fois : « Les combats approchent. La nuit dernière, on a entendu les canons. Les hommes sont partis au front, laissant femmes, vieillards seuls. On parle souvent de liberté, mais ici, c'est surtout la survie qui nous occupe. » Un prêtre local témoigne dans son journal intime : « Les récoltes sont emportées par les soldats, nos bêtes abattues, et les familles se trouvent bientôt réduites à la famine. La peur est constante et nombreux sont ceux qui fuient les villages, déchirant ainsi notre tissu social si fragile. » Les registres paroissiaux, notariaux confirment cette dégradation avec une baisse sensible de la production agricole et un appauvrissement, comme on le disait, des familles. Cette situation engendre non seulement des difficultés matérielles, mais comme on le voit, une véritable détérioration des liens sociaux, fracturés par la peur, la méfiance, les accusations de collaboration, etc. etc. Miguel, d'ailleurs, encore lui, souligne l'angoisse partagée entre les civils et les soldats. Je le cite. Je vais prendre un accent pour lui maintenant, je suis désolé. « Il n'est pas rare de voir que les villageois hésitent entre soutenir les troupes espagnoles ou françaises, toujours sous la menace d'être accusés de félonie. Cette tension divise parfois les familles, et la méfiance s'installe, plus dangereuse que les balles ennemies. » Le quotidien est ainsi fait d'une résilience mêlée à une tension permanente. La guerre du Roussillon fut également le terrain d'expérimentation pour la propagande politique et militaire, utilisée aussi bien par la République française que par les puissances coalisées. Cette guerre intervient peu après la Révolution française, où du coup il va y avoir besoin d'avoir un véritable engagement populaire autour du principe même de la Révolution. Ainsi, les autorités vont diffuser des affiches, des pamphlets, des discours incitant à la mobilisation générale et décrivant l'ennemi espagnol comme un tyran oppresseur et glorifiant la défense de la patrie. Une affiche républicaine de 93 proclame « Citoyens, défendez la patrie contre les tyrans espagnols. Pour la liberté, l'égalité et la fraternité, joignez-vous à nos armées et repoussez l'envahisseur. » Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix d'un mec des années 30, mais ça marche quand même. On a aussi un autre pamphlet qui dit « Citoyens, l'ennemi est à nos portes. Portez haut le flambeau de la liberté et repoussez l'oppression espagnole et portugaise qui menace de réduire notre patrie en esclavage. » Du côté espagnol, on va insister sur le devoir de protéger la monarchie et la religion contre les hordes révolutionnaires. Dans une logique de mobilisation idéologique et religieuse, une déclaration aux Catalans affirmait « Peuple fidèle, gardez vos traditions et votre foi. La France cherche à détruire ce que nous chérissons. Résistez pour vos familles, l'Église et la patrie espagnole. » Ça vient des Archivos General de Simancas en 93. Les tracts circulaient dans le Roussillon, avertissant que la liberté promise par la France n'est que mensonge et chaos. Ces discours antagonistes nourrissent alors des tensions, encore une fois, et déchirent les familles, certains préférant soutenir la Révolution française et d'autres soutenir, nos bons vieux hispano-portugais. L'impact de cette propagande sur les populations frontalières est donc ambivalent. La guerre va avoir des conséquences directes aussi sur la démographie et l'économie de la région. Le départ massif des hommes pour le front va provoquer un déséquilibre dans la population. Les pertes humaines, tant civiles que militaires, vont être significatives. Sur le plan économique, l'agriculture et le commerce vont être durablement touchés. Comme on l'a vu, il va y avoir des pillages, des perquisitions, le bétail va se faire voler, etc. Bref, certaines communautés rurales vont voir leur productivité chuter drastiquement, entraînant des épisodes de famine et de malnutrition. Les armées en campagne vivent du coup aux dépens des populations traversées.
dans le Roussillon, hein, comme on l'a vu, c'est vraiment, on pille pour alimenter les troupes. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. S'il y avait eu une bonne logistique, il n'y aurait pas eu besoin d'aller piller des villages entiers. Mais comme c'est la merde, eh ben, on s'adapte en prenant ce qu'il y a à proximité. Et ce qui est à proximité, c'est les civils qui vont l'avoir. Et du coup, forcément, vu que c'est la merde, hein, tout le monde va se casser, donc forcément la démographie, elle continue toujours à chuter, complètement. Donc, blablabla, l'archive fiscale témoigne d'une chute drastique des revenus, reflétant la désorganisation économique et la précarisation des populations. On a un témoignage qui a été recueilli par l'historien Breton en 2017, qui nous dit « Nous sommes quotidiennement assaillis par les demandes des officiers. Trouver du pain pour les soldats devient un casse-tête et nos administrés nous accusent de complicité avec l'ennemi lorsque nous ne pouvons pas répondre. » Ces difficultés accentuent du coup, encore une fois, les tensions entre les civils et les militaires, etc. etc., etc. Donc, vraiment très très compliqué. Malgré tous ces traumatismes, la population civile va faire preuve d'une remarquable capacité de résilience. Et à la fin des hostilités en 1995, les habitants vont reprendre lentement la reconstruction de leur village et la réorganisation de leurs activités agricoles. Cette période va marquer le début d'un long travail de cicatrisation tant physique que sociale. L'étude des procès-verbaux des assemblées locales montre que ces institutions sont souvent démunies face à la violence et aux abus, mais cherchent à limiter les dégâts par les négociations avec les commandements militaires. Ces tentatives traduisent un effort d'adaptation et des structures étatiques naissantes face aux exigences de ces nouvelles guerres un petit peu différentes de d'habitude. Face à cette situation, les autorités locales civiles cherchent à maintenir du coup un fragile équilibre entre les exigences militaires et les besoins de la population. On a par exemple un fonctionnaire qui rapporte « Les exigences du général Forbes et la détresse des villageois, notre tâche est d'éviter l'éclatement de la paix sociale, bien que ça nous coûte parfois de prendre des décisions impopulaires. Cependant, la violence des combats et les abus des troupes, malheureusement, comme on l'a vu, vont créer de lourds problèmes. » Bref, tac, 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 tac. Excusez-moi, je vais virer pas mal de trucs. On va avoir aussi un organe de contrôle social accru de la part de la Révolution française, avec une surveillance des populations et notamment des suspects accusés de sympathie envers les ennemis. On a un officier français qui écrit dans une correspondance « Chaque citoyen est désormais gardien de la Révolution. La guerre impose vigilance et dénonciation, mais aussi une participation active à la défense commune. » Cela révèle un État en construction cherchant à mobiliser toutes ses ressources humaines et matérielles dans une logistique de guerre totale, en remodelant les identités politiques et sociales à un niveau extrêmement local. En bref, la guerre du Roussillon fut un conflit hybride mêlant affrontements militaires, lutte idéologique et profonde transformation. La population civile catalane va se retrouver au cœur d'un théâtre de guerre où s'affrontent des puissances, mais aussi de véritables visions du monde différentes. La guerre ne fut pas seulement menée par les armées sur le champ de bataille, mais aussi dans les esprits et les cœurs, entre peur et espoir, fidélité et révolution, souffrance et résistance. Enfin, la mémoire collective de la guerre du Roussillon se transmet à travers les récits familiaux, les monuments et les commémorations locales. Elle cristallise les sentiments d'appartenance régionale et nationale, mais aussi les cicatrices laissées par les souffrances endurées. La mémoire de la guerre du Roussillon reste profondément ancrée dans la région du Roussillon, bien que souvent éclipsée, comme on l'a vu, par le récit national. Elle s'exprime dans des traditions orales, des fêtes locales et la construction d'une identité catalane française marquée par cette période de souffrance et de résistance. On a notamment une habitante qui a été interrogée par l'historien Garcia en 2019 qui nous raconte la chose suivante. Nos grands-parents nous racontaient comment la guerre divisait les villages, comment chaque famille avait une histoire de perte ou de bravoure. Cette mémoire est notre lien avec un passé douloureux, mais aussi avec une identité qui refuse d'être effacée. Cette mémoire collective joue donc un rôle crucial dans la transmission des expériences, des solidarités et des fractures nées de ce conflit, offrant une fenêtre sur l'impact durable des guerres révolutionnaires sur les sociétés frontalières. Cette mémoire collective joue aussi un rôle crucial dans la transmission des expériences, des solidarités et des fractures nées de ce conflit, dans la construction d'une identité catalane française marquée par cette période de souffrance et de résistance. Et c'est sur ça que je terminerai mon très très long laïus. C'est encore les civils compris, quoi, au final. Ah oui, ça me semblait important d'en parler parce que bon, c'est rigolo de voir les autres se castagner sur une montagne enneigée, mais en fait, au final, y avait des gens, quoi. Donc ouais, ils ont pris un peu tarif, on va dire.
Mais je suis toujours Mais impressionné c'est de intéressant. voir cette résilience qu'ont les civils dans zone de guerre, dans des endroits où tu te dis Ouais. normalement tout le monde se serait tiré, Bah, c'est clair, ouais. et au final on se rend compte qu'il y a toujours, quelques personnes qui restent. Enfin, voilà, je suis toujours impressionné. Hein. Ouais, parce que c'est chez eux, donc c'est Mm. très très compliqué de se dire qu'on va partir, quoi. Ouais, Donc, ouais. Ouais, c'est clair que c'est pas facile et c'est quelque chose qui dure depuis que les guerres existent, je pense. Hein, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes? ouais, clairement. Très 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 compliqué, ouais. Clairement. Bah, à moins que vous vouliez rebondir sur quelque chose, bah, je vous remercie d'être venu pour cet épisode. Merci à vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur cette guerre très Mm. méconnue du théâtre de la première Ah oui, clairement, coalition. je suis venu en sachant En très rien du tout. dilettante. Donc, ouais. Donc merci à vous aussi les auditrices et les auditeurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si j'ai fait quelques erreurs au niveau des dates ou des différentes impressions, faut pas hésiter parce que c'était vraiment très très complet. À la base j'avais juste prévu un truc sur les Portugais et c'est juste que du coup j'ai essayé d'aller un peu plus loin au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pour ça que les Portugais ça fait bizarre de les avoir intégrés, mais je voulais pas jeter à la poubelle ce que j'avais fait sur eux, je trouvais ça rigolo. Ouais. Bref, pardon? Après, d'habitude, on n'en parle pas, donc tant mieux. Bah oui, c'est ça, je me D'habitude, disais, les les pauvres, Portugais, c'est ils quand même un sont peu triste. complètement Autant, ignorés, parler un donc peu des dans le Portugais groupe, de temps clairement, à ouais. autre, quoi. C'est ça. En tout cas, bah, tous les deux, merci à vous d'être venus. Merci aux auditrices, aux auditeurs de nous avoir écoutés pour cet enregistrement. On vous dit à très bientôt, du coup, pour probablement hors série sur la grande révolte de Syrie de 1925. On va aussi avoir un épisode normalement, au moins sur la guerre des Deux Roses. Bref, il va y avoir des trucs qui vont se passer. Merci à vous encore une fois, et Ouais. puis bah, des bisous Merci à à toi. tout le monde. Au revoir tout le monde. On va commencer par la guerre du Roussillon, et puis une fois que ce sera terminé, vous me direz si vous avez la foi de Ouais, faire en l'autre. vrai, la, Ok. Et si vous la n'avez pas la foi, Syrie, c'est ça pas va, grave. c'est rigolo. On tue des Arabes, on prend leurs terres, on divise leur peuple, ça va. Ah, comme d'habitude, quoi, ça va. On va pas en faire tout un Hmm. foin, non? C'est pas comme si ça avait des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Eh ben écoute, Tu sur ces prendras entrefaites, tu couperas ce truc-là, tu le mettras en début de. ouais, ce serait très rigolo.